sur la transfusion de produits sanguins. C'est Fatima Boudari, qui est sage-femme pour le département des Yvelines, qui renouvelle l'exercice. Merci en tout cas, Fatima. C'est moi qui vais partager l'écran. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Et en fait, voilà, on veillera à ce que tout le monde puisse avoir la parole ou interrompre Fatima s'il y a des questions pendant sa présentation. Donc, je partage l'écran. J'espère que je partage le bon. Ouais, non, c'est pas celui en mode présentation, donc ça va pas aller. Parce que le but du jeu, c'est de voir le plus gros possible. Oui, le plus grand possible. Donc. Est-ce qu'on pourrait désactiver les micros pour éviter les bruits parasites? Merci Raissa. Merci. Bonne remarque. Raissa, tu peux nous dire quand c'est arrivé jusqu'à toi la présentation de l'écran? Marianne, on la voit, mais c'est... Bah, si on voit la diapo de présentation, la première, et ensuite on voit la seconde. Tu sais, ça fait un petit peu en... C'est pas une grande diapo. J'ai compris. Ouais. Désolée, hein, je viens d'arriver. Bonjour Stéphanie. Non, t'inquiète. J'étais sur On est bon. On commence à peine là. Bah ouais, mais j'ai compris qu'il y avait un souci pour la présentation, c'est ça? Pour partager mon écran, j'arrive pas à partager mon écran. Non, mais ça, du coup, c'est Marie-Odile qui va partager mon écran. Ah, il a pris son réseau, quoi. Est-ce qu'on est bon comme ça? Ouais. Ok. Fatima, c'est bon? Ouais, c'est tout bon. Ok. Du coup, bonjour à tout le monde. Merci d'être connecté. Merci d'être présent pour cet échange donc, autour de la transfusion sanguine. Je ne sais pas si vous m'entendez. Enfin, Marie-Odile, tu m'entends bien? Stéphanie? Raïssa, c'est vrai qu'il y a beaucoup de micros, je pense, qui sont ouverts. Et du coup, il y a un bruit de fond, mais là... Mais en tout cas, vous m'entendez. On t'entend très bien. Ok, très bien. Donc, je vais commencer par une définition et des généralités. Donc, la transfusion sanguine va consister à l'injection d'un voie intraveineuse de produits sanguins dits labiles, donc PSL, qui proviennent de sujets sains, donc appelés donneurs, et qui vont être destinés à des sujets donc malades, qui sont dits receveurs. Donc là, les trois grands types. Là, j'ai l'écran qui n'est plus partagé. Stéphanie, tu m'entends? Je t'entends, mais effectivement, on n'a plus le PowerPoint. Il y a un souci au niveau, je pense, tout est un peu ralenti. Ah, c'est peut-être Marie-Odile, parce que tout à l'heure, Marie-Odile, j'entends. Marie-Odile, on ne t'entend pas. Non. Est-ce que on a besoin de toi, Marie-Odile? Mais Marie-Odile, on te voit, tu es souriante, oui. J'adore. Mais on t'entend pas. Elle nous entend, elle. Eh ben, tu vois, tout à l'heure, moi, c'était ça. On ne m'entendait pas. C'est bizarre. Bon. On attend quand même le PowerPoint. En fait, j'avais coupé le micro de Marie. Son micro est fermé, Marie-Odile. Ah, donc quelqu'un a fermé le micro. Quelqu'un a coupé tous les micros, peut-être. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut réouvrir le micro de Madame Amier? Et pourquoi ça a eu une incidence? Je suis sur le sujet. Pour vous partager le bout. Ah, d'accord. Mais je suis comme toi, où il bloque. Tu m'as mis un message tout à l'heure d'erreur, me disant que je ne pouvais pas partager mon écran. Ok, non, c'est bon. Ok, parfait. Donc, je disais, donc, les trois grands types de produits qui rentrent dans la dénomination de PSL, donc produits sanguins labiles, sont le CGR, le concentré de globules rouges, le CP, le concentré plaquettaire, et le plasma, donc le plasma frais congelé, PFC, ou le plasma lyophilisé. La transfusion sanguine donc, est un acte soumis à prescription médicale qui doit répondre aux règles d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle. Je veux bien passer à la slide suivante, s'il te plaît, Marie-Odile. Toujours dans les généralités, donc la transfusion sanguine implique des règles de compatibilité et de sécurité immunologique
qu'il faudra absolument respecter pour prévenir la survenue d'incidents transfusionnels. Et ces incidents transfusionnels peuvent mettre en jeu le pronostic vital du patient. Suivante. J'ai voulu mettre une petite slide sur l'EFS, donc l'établissement français du sang. Donc l'établissement français du sang est le garant de la sécurité de la chaîne transfusionnelle. Cette chaîne va du donneur jusqu'au receveur. Sa mission première, donc la mission première de l'EFS, c'est une mission de santé publique qui consiste à assurer l'autosuffisance de la France en produits sanguins. Donc, elle va gérer les activités de collecte, de préparation, de qualification et de distribution des produits sanguins. Elle va fournir près de 1900 établissements de santé en France, donc que ce soit hôpital ou clinique. Et l'EFS va tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes de sang rares. Ils peuvent délivrer également des conseils d'hémovigilance. Et c'est également à l'EFS qu'on signale les effets indésirables receveurs et les effets indésirables donneurs également. Diaporama suivante. Donc, je vais faire des petits rappels concernant l'immunohématologie. Donc, pour rappel, donc, les groupes sanguins vont s'exprimer par la présence d'antigènes à la surface des érythrocytes, des globules rouges. Donc, ça va être défini génétiquement. Et donc, dans le système ABO, nous avons donc deux types d'antigènes, l'antigène A et l'antigène B. Les anticorps dans le système ABO vont être dits naturels ou réguliers, car ils vont être présents de façon constante dans le plasma du patient. Donc, lorsque l'antigène va être absent, l'anticorps correspondant va être présent dans le plasma. Donc ça, on va le voir en détail un petit peu plus loin. Donc, ils sont dits naturels car ils vont être présents dès les premiers mois de vie de l'individu, et ils sont dits réguliers car ils vont être présents chez tous les individus, contrairement au système Rhésus qu'on va détailler également par la suite. Donc, je vais bien aller sur la slide suivante. Donc là, je vous ai mis l'exemple du sujet du groupe A. Donc, un sujet de groupe A va posséder donc, à la surface de ces hématies l'antigène A, qui va être défini génétiquement. Et donc, vu qu'il n'a pas d'antigène B à la surface de ces hématies, il va posséder de façon naturelle l'anticorps anti-A dans son plasma. Je viens passer à la suivante. Le sujet de groupe B, lui, va posséder l'antigène B à la surface de ses hématies, et donc il n'a pas l'antigène A, donc il va posséder les anticorps anti-A dans son plasma. Je vais bien passer. Ensuite, le sujet du groupe AB, donc il va posséder les deux antigènes à la surface de ses hématies, donc l'antigène A et l'antigène B, et donc naturellement, il ne va pas posséder d'anticorps dans son plasma. Et le sujet de groupe O ne possède aucun antigène à la surface de ses hématies, donc on va retrouver au sein de son plasma les deux types d'anticorps, l'anticorps A et l'anti-B. Donc je viens à la suivante. Donc on comprend bien que après ces définitions, que la compatibilité au niveau des culots globulaires et du plasma vont être inversées en fonction des groupes. Donc là, vous avez le sujet de groupe AB qui va être receveur universel pour les CGR. Et donc, par contre, pour le plasma, c'est le sujet de groupe O qui va être receveur universel pour le plasma du coup. Je vais bien passer à la slide suivante. Donc, on va un petit peu parler du système Rhésus. Donc, le système Rhésus, c'est l'un des principaux systèmes antigéniques érythrocytaires, donc au niveau des globules rouges, aux côtés du système ABO. Donc, contrairement au système ABO qu'on vient de voir, où il y a seulement deux antigènes, donc l'antigène A et l'antigène B, le système Rhésus, lui, c'est un système beaucoup plus complexe parce que une cinquantaine d'antigènes est décrit à ce jour. Donc, seuls certains vont avoir une importance clinique en transfusion et aussi obstétricale. Donc là, je vous ai mis le tableau avec l'appellation courante donc, de l'antigène globulaire et la nomenclature internationale. Donc, pour le sujet grand D, c'est le RH1, le grand C, c'est le RH2, le grand E, RH3, le petit C et le petit E, donc RH4 et RH5. Je vais bien passer à la slide suivante. Donc, par convention, on va dire qu'un sujet qui possède l'antigène grand D à la surface de ses hématies, donc le grand D correspond au RH1, va être dit Rhésus positif.
Donc ça, c'est par convention. Ensuite, donc contrairement au système ABO, les anticorps du système Rhésus sont dits irréguliers, car ils vont apparaître seulement après un contact avec l'antigène correspondant. Ils ne vont pas être présents de façon naturelle. Donc généralement, ce contact il va se produire lors d'une grossesse ou à la suite d'une transfusion, par exemple. Après le système Rhésus, donc on a le système Kell. Donc, le système Kell, c'est l'un des systèmes les plus immunogènes après le système Rhésus. Donc il possède deux antigènes principaux, le grand K et le petit K. Les deux vont avoir une importance clinique au niveau transfusionnel et également au niveau obstétrical. Donc ces antigènes peuvent être responsables donc, de réactions transfusionnelles et également avec un risque d'anémie fétale et de maladie hémolytique du nouveau-né. Donc la détermination d'antigènes au-delà donc du Rhésus qu'on vient de voir et du système Kell est ce qu'on appelle un phénotypage étendu. On va le voir également un petit peu plus loin. Je vais bien passer à la ceinture. D'autres systèmes peuvent avoir leur pertinence dans les transfusions, donc en fonction de certains cas particuliers. Le système DeFi, le système KID et le système NSN peuvent être également responsables de réactions transfusionnelles, mais également de maladies hémolytiques du nouveau-né. Donc, je vous ai mis ici une carte de groupe sanguin. Donc, c'est vrai que j'ai pas accès à la souris. Du coup, donc vous avez la dénomination, donc le groupe O. Ensuite, vous avez donc le positif, puisque le patient possède l'antigène grand D, l'antigène RH1. Donc, lorsque vous avez le plus derrière chaque lettre, cela signifie que l'antigène est présent chez le patient. Donc là, nous voyons donc le système, le groupe O Rhésus positif avec toute la détermination du phénotype Rhésus et Kell, donc tout en haut. Donc ça, c'est la détermination du phénotype érythrocytaire Rhésus-Kell. Ensuite, en bas, vous avez donc entouré en rouge, vous avez la détermination d'autres antigènes, donc qui vont au-delà du Rhésus-Kell, et donc c'est ce qu'on appelle le phénotypage étendu. On peut passer à la ceinture. Donc après, s'il y a des questions, je regarde, Marie-Odile ou Stéphanie, vous me dites s'il y a des mains, comme ça on s'arrête. Là, on va détailler du coup les différents produits sanguins qu'on a évoqués sur la première slide. Donc le CGR, donc il va être préparé à partir d'un don de sang total ou un don de sang par aphérèse. Donc dans les deux cas, il va faire l'objet d'une déleucocytation. Pour rappel, un don de sang total, ça va permettre de prélever simultanément toutes les cellules, tous les composants sanguins en même temps. Et un don de sang par aphérèse va faire appel à un séparateur de cellules qui va permettre de séparer donc, au cours du don les composants sanguins. Donc on va récupérer les composants qu'on souhaite et on va restituer immédiatement les autres composants au donneur. Donc le culot globulaire va contenir une solution de conservation saline qui va permettre de maintenir les globules rouges viables pendant 42 jours. On va transfuser donc les culots globulaires notamment pour traiter des anémies. Et donc du coup, on va distinguer différents types de culots. On va en détailler donc quelques-uns. On va détailler le CGR phénotypé, le CGR phénotypé étendu et le CGR compatibilisé. Donc le CGR phénotypé, donc, déjà un CGR standard, ça va être un CGR où la compatibilité va être limitée au groupe. Le CGR standard, donc ça va être un CGR qui va être limité au niveau de la compatibilité au groupe ABO et grand D. Le CGR phénotypé, ça va être un CGR qui va être compatible avec le receveur pour les antigènes suivants que je vous ai mis sur le tableau. Donc le RH2, le RH3, le RH4, le RH5 et le Kell. Donc, et on parle de CGR phénotypé étendu lorsqu'on va aller au-delà, donc quand la compatibilité antigénique va aller au-delà du système ABO, donc par exemple le système DeFi, KID ou MNS. Les culots globulaires phénotypés vont être indiqués pour les femmes de la naissance jusqu'à la fin de la période procréatrice, pour les patients qui sont polytransfusés, pour les patients qui présentent une RAI positif dans le système Rhésus-Kell ou pour les patients atteints d'une hémoglobinopathie.
Les CGR phénotypés étendus, eux, vont être indiqués pour les patients qui vont présenter une RAI positive ou un antécédent d'RAI positive à un antigène autre que Rhésusquel. Par exemple, une RAI positive à anti-JK. Je veux bien passer à la slide suivante. Là, on va parler de l'épreuve de compatibilité. Donc, l'épreuve de compatibilité va avoir pour but de vérifier la compatibilité des concentrés de globules rouges à transfuser avec le sérum du patient receveur. Donc, lorsque l'épreuve de compatibilité est négative, le culot globulaire il va recevoir la qualification de CGR compatibilisé. Une épreuve de compatibilité va avoir une durée de validité identique à une RAI, c'est-à-dire 3 jours. Et donc, il est indiqué pour les antécédents ou la présence d'un halo anticorps érythrocytaire, d'un nouveau-né avec un test de Coombs qui est positif, ou certains patients drépanocytaires ou thalassémiques. Je vais bien passer à la slide suivante. Là, je vous ai mis donc un cas clinique concernant la qualification des culots globulaires. Donc, je voulais vous parler donc de Madame E, 32 ans, qui a couché voie basse à terme, qui a fait une hémorragie du postpartum immédiat avec une estimation des pertes sanguines à 1,3 litre, qui a eu donc une délivrance dirigée incomplète suivie d'une atonie. Donc, ça a été traité par une révision éthérine et l'injection d'ocytocine. Donc, l'hémoglobine de contrôle était à 9 grammes par décilitre. La patiente tolérait bien, hémodynamiquement stable, avec une bonne tolérance clinique. Donc, elle a été transférée en suite de couche. À J1, lors du premier lever, elle décrit des vertiges, des palpitations. L'hémoglobine est alors recontrôlée à 7,2 grammes. Donc, la décision de transfusion est prise par l'anesthésiste lors du tour. Donc, un culot globulaire sans urgence. Donc, on voit la détermination de groupe sanguin de la patiente. Donc, la patiente est de groupe O, RH1, donc Rhésus positif, avec le reste de la détermination du phénotype Rhésus et quel négatif. La patiente a des RAI négatives. Le médecin oublie de cocher la qualification phénotypée pour le culot globulaire. L'erreur n'est pas détectée au dépôt. Donc, on lui délivre un culot globulaire non phénotypé, donc RH4 positif, donc le petit c positif. L'erreur n'est pas détectée par la sage-femme qui transfuse le culot globulaire. Donc, on va se retrouver face à une situation avec un risque d'alloimmunisation post-transfusionnelle chez une patiente avec un impact obstétrical possible, puisque le petit c peut être responsable d'anémie fétale et de maladie hémolytique du nouveau-né. Donc, en conclusion, sur la slide suivante, je vous ai mis que pour la femme de la naissance à la fin de la période procréatrice, donc, dans les textes, il est dit 50 ans. Donc, pour la femme de la naissance jusqu'à 50 ans, pour les patients atteints d'hémoglobinopathie, pour les patients qui reçoivent des transfusions itératives, et pour les groupes sanguins rares ou les phénotypes érythrocytaires rares, il faut cocher CGR phénotypé Rhésusquel. On va passer à la slide suivante donc, pour parler du plasma. Donc, le plasma va être préparé de la même manière à partir d'un don de sang total ou un don de sang par aphérèse. On va distinguer 2 types de plasma. Donc, le plasma thérapeutique qui va être destiné à être transfusé et qui va répondre directement aux besoins du patient. Et le plasma matière première qui va permettre la préparation de certains médicaments dérivés du sang ou certaines protéines, les albumines, les facteurs de coagulation et les immunoglobulines. Le plasma frais congelé va pouvoir se conserver 12 mois à moins 30 degrés. Et donc, il va être indiqué pour apporter des facteurs de coagulation chez les patients présentant une hémorragie ou un risque hémorragique. Ensuite, donc, je vous parle du concentré plaquettaire qui est également préparé à partir d'un don de sang total ou un don de sang par aphérèse. On va distinguer le mélange de concentré plaquettaire standard qui provient de plusieurs dons et le concentré plaquettaire aphérèse qui est issu d'un seul donneur. Donc, les plaquettes vont se conserver 5 jours en agitation continue. Et donc, sur la prescription, il est essentiel de noter le poids du patient et la numération plaquettaire pour la prescription d'un culot concentré plaquettaire. Ensuite, donc, en dernier lieu, je vous parle un petit peu du plasma lyophilisé qu'on utilise très peu en milieu hospitalier. Le plasma lyophilisé est principalement utilisé par le centre de santé des armées. Donc, il est distribué en unités médico-chirurgicales chez les militaires qui sont déployés en opération extérieure.
pour répondre aux contraintes logistiques dans leur contexte. Donc, il est obtenu après lyophilisation de plasma qui sont déleucocytés. Il provient généralement d'un mélange de 10 donneurs et il se présente du coup sous forme de poudre thérapeutique. Il est à reconstituer avec de l'eau pour une préparation injectable. Et donc, sous poudre thérapeutique, il va se conserver 2 ans et une fois reconstitué, il va être utilisé dans les 6 heures. Donc, c'est une poudre thérapeutique, mais ça reste un PSL qui est soumis à prescription médicale. Je vous ai mis ici le tableau des recommandations HAS pour les indications à la transfusion. Donc, on y voit que le culot globulaire est indiqué dans le traitement des anémies chirurgicales, médicales et ou obstétricales. Le seuil transfusionnel retenu est 7 grammes, mais ce seuil est à moduler en fonction du contexte, des antécédents, de l'âge du patient, des antécédents cardio-neurologiques. Les plaquettes, quant à elles, vont être indiquées dans la prévention et dans le traitement des hémorragies chez les patients thrombopéniques. Et le plasma donc, va être indiqué dans la correction des déficits en facteurs de coagulation, notamment dans les contextes hémorragiques. Donc, je vais maintenant passer aux étapes du processus transfusionnel. S'il n'y a pas de questions, si on peut avancer, on posera peut-être les questions à la fin. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, du coup, la slide suivante. Du coup, avant toute transfusion, il faut informer le patient. Donc, la prescription de produits sanguins labiles est un acte médical qui va engager la responsabilité du médecin prescripteur. Donc, l'information orale qui peut être souvent accompagnée d'un support écrit va porter sur les bénéfices attendus de la transfusion et les risques liés à l'acte transfusionnel. Donc, l'information va permettre de recueillir le consentement du patient et elle va être tracée dans le dossier transfusionnel. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement tant que le patient est informé des conséquences de ses choix. Donc, on a bien vu que toute transfusion sanguine doit être accompagnée de certains examens immunohématologiques qui vont être nécessaires pour garantir la compatibilité entre le patient et les composants sanguins à transfuser. Donc, dans un premier temps, on va aller faire 2 déterminations de groupes sanguins. Donc, 2 déterminations de groupe ABO phénotype Rhésusquet. Donc, idéalement prélevées à 2 moments différents par 2 personnes différentes qui vont réaliser chacune une vérification de l'identité du patient. Ensuite, on va aller prélever donc une recherche d'agglutinin irrégulière, donc la RAI, notamment pour la transfusion de culot globulaire. La durée de validité de la RAI est de 72 heures, mais une RAI qui est négative peut être prolongée jusqu'à 21 jours en l'absence d'antécédents potentiellement immunisants dans les 6 mois précédents. Après, cette prolongation de validité de RAI se fait sur prescription médicale. En situation d'urgence vitale immédiate et en l'absence de résultats de groupe sanguin, l'EFS délivre généralement des culots de groupe O et notamment Rhésus négatif pour les femmes de moins de 50 ans. On va passer à la slide suivante. Donc, la conformité de prescription des PSL est essentielle pour garantir la sécurité et la sécurité de la transfusion. Donc, les prescripteurs doivent définir le produit, le volume et indiquer le degré d'urgence. Donc, la demande est accompagnée des documents de phénotypage érythrocytaire et le prescripteur va rechercher un interrogatoire le ou les antécédents immunisants antérieurs. Du coup, on va passer à la slide suivante. Afin d'éviter une erreur transfusionnelle, la réception d'une commande de PSL doit se faire avec des contrôles rigoureux. Donc, on va vérifier l'intégrité du colis, les conditions de transport, les délais, la température respectée, le respect des conditions d'hygiène également, vérifier l'aspect et l'intégrité de la poche ainsi que la date et l'heure de péremption. Et on va vérifier la conformité des produits livrés, donc le bon patient avec la concordance d'identité et le bon produit avec la concordance entre la fiche de délivrance et les produits livrés.
De manière générale, tous les produits sanguins labiles doivent être transfusés dans les 6 heures à partir de la réception dans les services, sauf si l'heure de péremption indiquée sur le produit est inférieure. La conservation va se faire à température ambiante, on ne remet pas dans le frigo, et à l'abri de la lumière et de la chaleur. Les concentrés plaquettaires doivent être transfusés au plus tôt. L'agitation continue peut être interrompue sans dommage pour les plaquettes dans le délai des 6 heures. Pour éviter la destruction de produits sanguins labiles, il est recommandé de fractionner les demandes en fonction des besoins et avoir recueilli le consentement du patient avant de faire la commande. Donc, la sécurité de l'acte transfusionnel va reposer sur le respect de 3 conditions de sécurité. Unité de temps, donc le contrôle de l'ensemble des données, patients et produits à transfuser va être effectué au moment de la pause. L'unité de lieu, le contrôle est effectué en présence du patient. Et l'unité d'action, c'est l'ensemble des contrôles et la pause de la transfusion se fait par la même personne. Donc, le contrôle ultime pré-transfusionnel va se faire en 2 temps et il va se faire au lit du malade. Donc, il va passer par un contrôle de concordance et un contrôle de compatibilité. Il va constituer le dernier verrou de sécurité avant la transfusion. Donc, le contrôle de concordance, je vous ai mis les 4 points qu'on vérifie. On vérifie l'identité du receveur. On vérifie la concordance entre l'identité du receveur sur le PSL. On va vérifier la concordance avec le groupe sanguin et également la concordance d'identification des produits sanguins labiles à transfuser. Le contrôle de compatibilité donc pour les CGR va se faire à partir du sang du patient et de la poche à transfuser. Et il va se faire à l'aide d'un dispositif de contrôle ultime. Du coup, la règle, c'est de ne jamais apporter un antigène que le patient ne possède pas pour ne pas créer de conflit immunologique. Donc, pour les culoglobulaires, donc pour les CGR, le contrôle de compatibilité, il va être obligatoire. Il va être obligatoire pour tous les CGR, y compris en situation d'urgence. Il va être réalisé à l'aide d'un dispositif à usage unique qui a été validé par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc, il va avoir pour objectif de s'assurer de la compatibilité entre le sang du patient et le sang de la poche à transfuser. Donc, on commence par hydrater les réactifs au niveau des... Donc, je ne peux pas vous montrer. Au niveau des petits ronds, on va le voir sur la slide suivante. Donc, on hydrate les réactifs. Non, je veux bien retourner sur la slide d'avant, s'il te plaît. On va hydrater les réactifs. Ensuite, on va déposer donc une goutte du culot globulaire sur l'endroit indiqué et une goutte du sang du patient à l'aide d'un pic-doigt sur le cadran indiqué. Et ensuite, on va venir mélanger le sang avec chaque réactif. Donc, on va utiliser une spatule différente pour chaque réactif. Et ensuite, on va attendre avant la lecture du résultat. En attendant, donc, on va chalouper la carte pour essayer d'homogénéiser l'ensemble. Et donc, le résultat va être interprété de la manière suivante. Si la zone est rose, rouge, homogène, la réaction est négative. Et si par contre, la zone réactive comporte des amas d'ématies un petit peu plus foncés avec un fond plus clair, la réaction est positive puisque ce sont des agglutinats. On va voir des exemples donc, du coup juste après. Je te laisse appuyer. Donc ici, on voit donc un test ultime. Donc on voit donc, pour le patient que pour l'anti-A, donc la réaction est négative puisque la zone est homogène, et on voit pour l'anti-B, la réaction est positive puisqu'on voit des agglutinats. Donc selon vous, le patient est de quel groupe sanguin puisqu'il réagit avec l'anti-B? Après normalement, si tu appuies sur la flèche, ça va apparaître. Donc voilà, le patient. Celui-ci, on va le faire ensemble. Et après, je vais désigner quelqu'un au hasard. Et on va voir, voilà, le patient est de groupe B, le culot est de groupe B. Et donc, on voit déjà que le patient et le culot ont la même réaction. Donc, la transfusion est possible. Et on peut même aller plus loin en disant qu'il s'agit d'une transfusion isogroupe, puisque le patient et le culot ont la même réaction.
Donc après, sur les slides suivantes, je ne sais pas si certaines veulent participer. Donc là, le patient, on voit qu'il ne réagit pas à l'anti-A, pas à l'anti-B. Donc les deux réactions sont négatives. Donc selon vous, si la réaction est négative, c'est qu'on peut présumer qu'il n'y a pas d'antigène à la surface des hématies. Donc le patient serait de groupe AB. O. En fait, le patient ne réagit pas du coup avec les anticorps. Le patient ne réagit pas avec les anticorps. Il n'a pas d'antigène à la surface de ses hématies. Donc, le patient est de groupe O. Là, par contre, au niveau du culot, on voit que ça réagit avec l'anti-A. Donc, le culot est de groupe... Je te laisse défiler juste Marie-Odile. Le culot est de groupe A. Donc là, on constate en fait qu'il y a une réaction d'agglutination qui est présente sur le culot, mais qui est absente chez le patient. Donc du coup, on va apporter des antigènes au patient. Donc la transfusion n'est pas possible. Je te laisse appuyer sur le... Voilà. Donc après, voilà. Après, je vous ai mis d'autres exemples que vous pourrez aussi consulter par la suite. Là, sur cet exemple, on voit que le patient réagit avec l'anti-A et l'anti-B. Le patient est de groupe AB. La réaction, je te laisse défiler en même temps. La réaction n'est pas identique et on peut constater cependant. Donc les groupes sanguins ne sont pas identiques puisque le culot, je te laisse défiler. Le culot est de groupe B. Mais les antigènes qui sont présents chez le donneur vont être tolérés par le patient. Donc, la transfusion, dans ce cas, est possible. Les réactions ne sont pas identiques, mais la transfusion est possible, puisqu'on n'apporte pas d'anticorps au patient, ni d'antigènes. C'est la dernière, je crois. Quelqu'un veut participer? Non, le patient est de groupe A et le culot est de groupe AB. Et donc, la transfusion n'est pas possible pour la même raison, puisqu'il y a une réaction d'agglutination. De manière générale, lorsqu'il y a une réaction d'agglutination qui est présente sur le culot et qui est absente chez le patient, la transfusion n'est pas possible. Donc, concernant la surveillance de la transfusion, la pause de la transfusion va se faire sur une voie d'abord qui va être réservée pour l'acte transfusionnel. Le débit doit être lent les 10 premières minutes. Et en moyenne, on va dire que le culot se passe en 1h, 1h30. Et le débit va être accéléré ou ralenti en fonction du contexte. Donc, il va être accéléré en cas d'hémorragie ou au contraire, il va être ralenti en cas de risque ou de surcharge liquidienne. Donc, pour les patients avec une insuffisance cardiaque, les personnes âgées, les personnes d'insuffisance rénale. Donc, la surveillance va se faire de manière continue pendant les 15 premières minutes afin de vérifier la tolérance de la transfusion. Et la traçabilité se fera dans le dossier transfusionnel. Donc, devant tout événement indésirable, il faut arrêter la perfusion, conserver la voie d'abord et alerter le médecin prescripteur. L'événement va être également signalé à l'EFS et à l'hémovigilance. Un bilan pourra être prélevé en fonction des signes cliniques. Donc, ça peut être un bilan d'hémolyse ou un bilan infectieux, donc chez le patient. Et un bilan infectieux pourra être également prélevé sur le produit qui a été transfusé. Donc, les effets indésirables receveurs peuvent être de deux types, donc effet indésirable immédiat et effet indésirable retardé. Donc, je vous ai mis le tableau également de l'HS. Donc, j'ai consulté le dernier rapport qui est paru en janvier, le rapport de l'Agence nationale de sécurité et du médicament sur l'hémovigilance. Donc, qui ont publié les chiffres de 2024 concernant les effets indésirables receveurs. Donc, en 2024, 5331 effets indésirables receveurs ont été déclarés. Donc, on note une augmentation de 0,4%. Donc, ça constitue environ 0,5 à 3% des transfusions au total. Donc, 92% des réactions sont considérées comme non sévères. Donc, dans les réactions les plus fréquentes, on va retrouver l'allo-immunisation. Ensuite, on va retrouver les risques allergiques, les réactions allergiques. Et on va retrouver les réactions fébriles non hémolytiques, qui se trouvent là dans les effets immunologiques immédiats. Les effets indésirables les plus graves vont être le TACO,
C'est l'œdème aigu pulmonaire qui est dû à une surcharge. Donc, il va constituer la première cause de morbidité, le TACO-l'OAP. Donc, ça va être dû à un excès de sang dans le système circulatoire et ça peut être fréquent chez les personnes âgées ou les personnes souffrant de maladies cardiaques. Le deuxième effet indésirable le plus grave, c'est le TRALI, donc toujours dans les œdèmes aigus pulmonaires, mais cette fois-ci lésiodèmes, dû à un mécanisme d'origine immunologique. Et le troisième va être la réaction allergique. En 2024, donc je vous ai dit 5331 effets indésirables rapportés sur 520 872 patients qui ont été transfusés. Voilà. Et donc, j'ai fini ma présentation. Merci pour votre attention. Merci Fatima. Alors, tu peux ouvrir ton micro, Marie-Odile. Ah, tu l'avais coupé. Non, mais on me l'avait coupé, mais c'était mieux parce que comme j'avais pas de visibilité d'écran, c'est compliqué. Donc, des applaudissements pour Fatima. Merci Fatima. Merci beaucoup. Bon, du coup, j'étais pas maître de mon PowerPoint, donc ça m'a fait bizarre. Je me suis très bien débrouillée, Fatima. Ah oui. On aurait dû faire un code. C'est ça, le binôme. Non, je te vois pas, je te voyais même pas. Ah, tu voyais pas en plus. Bah oui. Moi, je voyais que le PowerPoint, donc j'écoutais ce que tu disais et je passais dès que je pouvais. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On va vous envoyer le PowerPoint par. Je vais le mettre sur WhatsApp. Comme ça, il sera plus facilement consultable. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, il n'y a pas de main levée, mais n'hésitez pas à prendre la parole parce que c'est peut-être pas toujours évident de trouver le petit icône pour lever la main. Là, il y a un chat ou pas? Je ne vois pas du coup le chat s'il y a des communautés. Il y en a un, mais il n'y a personne qui est désactivé. Moi, je voulais juste demander l'EFS, l'établissement français du sang, comment est-ce qu'ils font la collecte des poches de sang? Je sais que chez nous, en Afrique, souvent on fait des campagnes de dons de sang, où on fait la collecte des sangs. Est-ce que c'est pareil ici en France? Oui. Il y a des campagnes en fait qui se font sur différentes villes, sur des points, on va dire sur des points principaux dans certaines villes. Donc, par exemple, moi dans ma ville, c'est au niveau de la mairie où il y a un énorme bus EFS avec une affiche placardée en amont pour pouvoir sensibiliser un maximum de personnes. Et puis à l'EFS directement, donc il y a sur la plupart des gros hôpitaux, il y a un EFS à proximité qui justement est en lien avec l'hôpital pour délivrer le sang. Et donc on peut aussi également faire des dons à ce niveau-là. Ok. Mais donc, soit effectivement, c'est des bus, comme tu dis, qui se déplacent dans les communes. Et sinon, effectivement, la commune peut laisser à disposition une salle où là, du coup, ils s'installent pour pouvoir accueillir les personnes qui souhaitent donner faire les dons du sang. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des partages aussi? Oui, des partages, des retours d'expérience. Oui. Elisabeth, peut-être? Oui. Oui. Moi, c'est Bethel Elisabeth. Merci pour la présentation. Merci à vous. J'aimerais poser la question sur la sécurité transitionnelle. Oui. Est-ce à dire qu'un donneur en phase de séroconversion d'une maladie virale constitue un risque pour son receveur? Je me suis fait comprendre. C'est quand effectivement si le donneur a une pathologie. Le donneur a la phase de séroconversion pour une maladie virale. Est-ce que ce donneur constitue un risque pour le receveur, pour son éventuel receveur? Oui.
Effectivement, il y a des contre-indications, hein, Fatima. Oui, il y a certaines contre-indications en fonction des sérologies. Après, c'est vrai que les tests ne sont pas forcément faits pour toutes les poches avant transfusion. Mais par exemple, il y a des culoglobulaires qui vont être phénotypés, qui vont être classés, par exemple, des culoglobulaires qui vont être CMV négatifs pour certaines pathologies. Mais après, pour d'autres sérologies, non, c'est à l'interrogatoire. S'il y a une vie sexuelle avec des partenaires multiples, en général, avant le don de sang, il y a un interrogatoire avec... Pardon? Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend. Avant le don de sang, il y a un interrogatoire qui est fait donc, à la personne qui veut donner son sang. Et donc, en fonction des facteurs de risque, il y a beaucoup d'examens qui peuvent être faits, mais ce n'est pas systématique. Ouais. Je crois que toutes les poches collectées lors des dons de sang ne sont pas toutes validées. Il y a une phase où on trie. Il y a une phase de tri, n'est-ce pas? En fait, si j'ai posé... Pardon. Vas-y. J'avais mon micro fermé. En fait, je disais que toutes les poches qu'on collecte lors des dons de sang ne sont pas toutes validées à être transfusées. Je pense qu'il y a une phase de tri qui se fait. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Donc, en amont, normalement, un patient qui est en phase de séroconversion, comme le dit, c'est la question. Je ne pense pas que ce soit valide. Je pense que c'est un risque pour le receveur, l'éventuel receveur. Et ça, effectivement, comme disait Oui. Si je pose la question, si je prends le cas de sérologie VIH, le patient, le donneur qui est en phase de séroconversion, même si on fait le test à l'instant T là, si son sang, même si le donneur, comment on l'appelle, un ancien donneur, même si on fait le test de sida, on a perdu Elisabeth. Enfin, de toute façon, s'il y a des tests qui reviennent positifs, justement pour tester la poche prélevée, la poche, elle est jetée et l'éventuel donneur est informé des freins qui ont été rencontrés. Et que, donc, en fait, la poche, comme le dit Raïssa, la poche n'arrivera jamais à un donneur, un receveur, pardon, puisque tous les tests sérologiques, etc., ont été faits en amont. Mais effectivement, quand on fait un don du sang, effectivement, il y a les sérologies qui sont faites sur le temps T, c'est ça? Et donc, cette poche, elle est mise de côté en attendant les résultats des sérologies. En fait, ils peuvent pas faire tous les tests sur place. Donc, en fait, il y a un prélèvement qui est fait, il y a une poche qui est prélevée avec des tubes en plus, et en fait, le tout va partir. Et les résultats des tubes vont permettre de décider de l'avenir de la poche. Et par contre, ils ont un devoir de prévenir le donneur en lui disant, en fait, vous avez ça ou ça qui a été un frein pour pouvoir être donneur. Oui. Et je pense que ces poches sont éliminées. Je ne connais pas le éliminées en DASRI, en déchets risque infectieux. C'est pas que j'ai fait la poubelle comme ça. Il y a un vrai process. Et c'est vrai qu'on peut pas faire, en fait, on ne fait pas toute la sérologie avant le don du sang, parce que de toute façon, les choses peuvent changer et se déclarer entre-temps. Et donc, on le fait sur la poche directement, sur un élément de la poche. En revanche, pour le donneur, ce qui est fait, c'est que on lui demande son poids, etc. Et en fonction de son poids et de sa taille, il y a le don en millilitres est conditionné. Ils vont évaluer effectivement la quantité. Ouais.
Il y a une main qui s'est levée. Allez-y. Alors, le micro est fermé. Bonjour. Ah, d'accord. Il y avait une autre main, mais allez-y, allez-y. Ah, ok. Ok, je reviens après. Merci, monsieur. Ok, moi, je voulais demander, par rapport aux collectes de sang, est-ce que réellement l'offre répond à la demande en France? Alors, puisque ici, sur le terrain, l'offre est vraiment élevée, mais la demande est élevée, mais l'offre est tellement faible que ça couvre à peine 30% de la demande. Quelle est la situation là-bas? Elle est comme vous, mais moins pire. Ils font souvent des appels aux dons parce que justement, ils le disent, nos réserves sont basses, s'il vous plaît, donnez. Et ils essayent justement d'avoir des réserves assez régulières, mais voilà, c'est compliqué. Je ne sais pas si Fatima, tu as des chiffres là-dessus. Non, j'ai pas de chiffres, mais c'est vrai que les réserves sont souvent basses et on voit beaucoup de campagnes d'appels aux dons justement pour essayer de combler ce manque. Par exemple, là, c'est ce que je lis sur un élément. Il disait que, voilà, je ne sais pas qui a marqué ça, mais il manquait, par exemple, en 2022, il faisait un message disant qu'il manquait 20 000 poches pour répondre aux besoins des malades en France. Donc, voilà. Alors, en fait, en France, ils ont un gros système, c'est qu'ils se déplacent beaucoup dans les villes avec un bus de dons du sang pour aller vers les gens. Donc, ils s'implantent de commune à commune que les gens viennent donner. Et c'est, voilà, pour être... Ça facilite, on va dire, le don. Ouais, pour faciliter le don, plutôt que d'avoir... Alors après, il y a des endroits qui ne bougent pas dans les hôpitaux ou dans d'autres centres qui peuvent récolter le sang. Mais en plus, il y a des bus itinérants. Mais parfois, voilà, on peut recevoir des messages. Si on est enregistré auprès de l'établissement français du sang, ils peuvent nous faire des messages en disant don du sang urgent, on a besoin. Quand on a effectivement par rapport aux plaquettes aussi, on peut être ressollicité plus spécifiquement aussi. Oui. On peut avoir des petites alertes. Alors, il y avait une autre question, monsieur? Oui, Diboker, oui. Ah, votre micro est coupé. Oui. Voilà. Oui, on entend. C'est M. Faye. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Ah, c'est M. Faye. M. Faye Dibokor. Enchanté, allez-y, si vous avez une question. Alors, à partager. voilà. Je vous appelle suite à la réponse tout à l'heure de Fatima par rapport à l'obligation de faire les tests sérologiques. Bon, elle a répondu en disant que tous les tests ne sont pas faits sur toutes les poches. Si j'ai bien compris, hein? En fait, j'ai dit que tous les tests ne sont pas faits au moment du prélèvement. Après, il y a eu un échange qui disait qu'il y avait des tests qui étaient faits sur les poches. Ok. Après le don, du coup. Mais dans le processus, les tests sont faits avant d'arriver même à la validation. Alors, oui, je pense effectivement des tests sont faits avant. Quand vous dites avant validation. Avant oui, validation je dis. Du don. En fait. Oui, c'est l'établissement français du sang qui récupère les poches, qui a un centre de test, qui teste toutes les poches qu'il a reçues. Et après, il dit feu vert pour celle-là, pas feu vert pour celle-là. Et après, c'est envoyé dans les réserves hospitalières. Ok. Merci. C'est ça. Et il faut quand même le dire aussi, enfin, en France, je sais, il y a peut-être des endroits parfois c'est différent, mais en France, le don est gratuit. On n'est pas rémunéré parce qu'on donne son sang. Mais en Afrique aussi, hein. Ok. Oui. C'est vraiment du don, hein. Enfin, on n'est pas du tout dans une rémunération. Et il y a une fréquence, en fait. Ils disent, je crois qu'on peut donner tout. Pour les hommes, c'est plus souvent que pour les femmes. C'est vrai que c'est effectivement, je crois qu'il y a une limite. Peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Non, même, enfin, plusieurs fois par an. Je pense que c'est tous les 3 mois. Ah oui. Je sais plus, oui.
Et plus pour le plasma d'ailleurs. 8 semaines, effectivement, entre deux dons de sang. 200, et pour le plasma, c'est 2 semaines. Plasma, 2 semaines, entre 2 dons de plasma et 4 semaines. Et 4 semaines, ouais. Avant de clôturer ce webinaire, et merci pour tous ces échanges, est-ce qu'il y a des dernières questions? Ah, si. Oui. Tu aimes. Oui. C'est pas une question, mais c'est plus des partages d'expérience, je vais dire. Moi, je suis au Bénin. Et bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a plus de demandes, mais l'offre est insuffisante. Et dans ces cas, souvent, c'est plus, la demande, c'est plus du côté des enfants par rapport au paludisme grave. Donc, disons, près de 50% de la demande est pas pour les enfants, suivi maintenant des complications obstétricales pour les femmes enceintes et bon, après, une minorité pour les blessures graves et accidents de la voie publique. Et bon, ce que moi j'ai remarqué quand même sur le terrain, certes, la population est très, très réticente pour donner son sang parce qu'il y a quand même beaucoup de préjugés par rapport à ça, par rapport à notre culture et tout. Mais aussi, les agents de santé ne donnent pas. Je ne sais pas chez vous là-bas, mais quand même ici, les agents de santé même ne donnent pas. Donc, moi, je me suis dit, bon, si nous-mêmes, en tant qu'agents de santé, on ne donne pas, comment on pourra convaincre les gens de donner? C'est le constat que j'ai fait. Et aussi, ce qu'il y a comme difficulté, c'est par rapport au plasma, puisque non seulement c'est aussi la conservation qu'il n'y a pas. Actuellement, il n'y a pas un centre pour... Ah, on vous entend plus. Ça avait coupé. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Oui, ça avait coupé à un moment donné. Ah, ok. Donc, je disais, pour les plasmas, dans tout mon département, il n'y a pas quelque part où on peut dire, oui, il y a le stockage, on peut aller... moyen de conservation. Puisque apparemment, on doit acheter un frigo avec des caractéristiques données et ce qu'il n'y a pas. Et ça fait que tout le temps, on est obligé d'utiliser le concentré globulaire, ou même si ce qu'on veut soigner n'est pas vraiment ça, mais bon, c'est ce qui est disponible. C'est ce qui est disponible. Donc, c'est un peu la situation quand même ici. Et c'est ça que j'ai voulu partager. Oui, on entend qu'effectivement, oui, c'est compliqué parce que par rapport au mode de conservation, donc du coup, on se réadapte. Je pense que le vrai problème au Bénin, c'est le fait que dans toutes les régions, il n'y ait pas de... Sinon, par exemple, quand on prend Cotonou, il y a un seul endroit où il y a la banque de sang du CNHU, si je ne me trompe pas, où il faut toute la sous-région, enfin, les villes, les petites villes, les communes alentours viennent chercher ce qu'il faut, en fait. Le vrai problème, c'est de pouvoir partitionner, de pouvoir s'assurer que dans chaque département, dans chaque commune, de façon fractionnée, il y a les mêmes dispositifs. Parce que moi, j'ai en souvenir que il y a plusieurs années, certains partaient même de Cotonou et allaient à Lomé pour chercher soit ce qu'il faut, en fait. Donc, au-delà du fait qu'il y a un manque c'est pas les donneurs qui manquent au Bénin parce que il y a beaucoup de campagnes de dons de sang qui se font, mais c'est la conservation et la chaîne de
la chaîne de conservation jusqu'à ce que ça arrive au receveur qui pose vraiment problème, quoi. Le fait de sectionner, de mettre vraiment à disposition pour que chaque commune soit bien desservie. C'est en complément à ce que disait ADMI, en fait. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est intéressant de connaître les difficultés sur le terrain aussi là-bas. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient participer? Merci Moi, beaucoup. je vais y aller. Je vais me déconnecter plutôt. Oui, et bien voilà. Et on va remettre fin de toute façon. À bientôt, Marie-Odile, Stéphanie, merci et merci Fatima. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous de votre participation. Merci encore beaucoup, Fatima, pour cette Merci présentation. beaucoup, oui. À bientôt pour le prochain webinaire. On vous envoie la date et la thématique. Voilà. Sur le groupe. Oui, sur le WhatsApp. Merci beaucoup à tous. Bonne après-midi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.